Bonjour à tous, bienvenue pour ce débat pour lequel nous avons trouvé un intitulé appétissant qui s'appelle « Nouvelle guerre froide au monde multipolaire ?» Et nos invités vont avoir 1 heure pour répondre à cette question. Alors les invités, je les présente tout de suite. Pour commencer, plus proche de moi, Philippe Golob, qui est prof de relations internationales à l'Université américaine de Paris et qui est auteur de plusieurs livres, dont un qui est traduit en français, qui s'appelle « Une autre histoire de la puissance américaine » 2011, et 2 autres livres écrits en anglais, dont le dernier n'a pas été traduit en français, qui porte sur la réémergence de l'Asie de l'Est. Et Dominique Vidal, qui est journaliste et qui remplace au pied levé son quasiment alter ego Bertrand Badi, qui est souffrant et avec lequel vous êtes auteur depuis maintenant plus de 10 ans de l'état du monde. Et vous êtes également l'auteur d'un livre qui a bien fonctionné, dans le sens où il a marqué le débat public il y a 3 ans maintenant. Antisionisme égale antisémitisme, point d'interrogation, réponse à Emmanuel Macron. Voilà, donc nos 2 invités ont 1 heure pour, je disais, cet intitulé appétissant. On en rigolait un peu avant de monter sur ce plateau et de vous parler. Quand il s'agit de relations internationales, on essaye toujours de problématiser, et puis on tombe toujours sur un intitulé qui est un peu bancal. Nos invités sont là pour remettre ça droit et d'équerre avec leur expertise et leur analyse. Et peut-être, en discutant un peu avant, on disait la meilleure façon de construire quelque chose qu'on va partager ensemble, c'est aussi le principe de la fête de l'humanité. La meilleure façon, c'est de commencer par déconstruire. Donc on va déconstruire les 2 termes de l'intitulé de ce débat. On va commencer par cette nouvelle guerre froide. Alors, vous avez peut-être lu des unes de magazines, en l'occurrence pas l'Humanité Dimanche, ni l'Humanité, où on parle de nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Et je voulais d'abord me tourner vers Philippe, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, de nous donner la perspective que vous avez donnée à cette question de nouvelle guerre froide. Merci Christophe, merci à toutes et à tous d'être là. Il est bien évidemment pas très facile de répondre à une question qui porte sur plusieurs niveaux d'analyse et de compréhension dans un temps court, mais je commencerai avec ceci, que les comparaisons historiques sont toujours assez compliquées, mais la guerre froide, l'époque historique, parce qu'il s'agit d'une époque historique, la guerre froide, qui ne fut pas toujours froide, en Asie orientale, au Moyen-Orient et ailleurs, la guerre froide fut souvent très chaude. Cette longue période de bipolarité, a été caractérisée par un équilibre plus ou moins stable entre 2 très grandes puissances, mais un équilibre asymétrique dans lequel les États-Unis ont toujours quelque part prédominé, n'est-ce pas ? Et d'un côté, l'Union soviétique qui était en dehors du système capitaliste mondial, qui s'était retirée sous Staline du système capitaliste mondial, et de l'autre côté, le monde capitaliste dans lequel les États-Unis étaient primus inter pares, première puissance parmi les égaux, d'un système international dans lequel il prédominait au plan économique, technologique, y compris au plan des représentations, n'est-ce pas ? Et évidemment au plan stratégique. Les États-Unis, après 1945, dominaient l'espace économique mondial, dominaient les technologies militaires, dominaient toutes les mers du monde et avaient établi, du fait de la guerre, et non pas par volonté générale et cohérente, mais du fait de la guerre et des résultats de la guerre, avaient établi un archipel globalisé de points d'influence quasiment territorialisés dans lesquels ils avaient une influence globale de l'Asie orientale en passant par l'Europe, le Moyen-Orient, le Golfe, l'Europe, la Méditerranée et évidemment en Amérique latine, puisque les États-Unis ont joué un grand rôle dans la construction, la déconstruction et le façonnage de l'économie politique, des économies politiques d'Amérique latine pendant toute cette période. Donc il s'agissait d'une configuration, en quelque sorte, d'une forme de configuration hégémonique dans laquelle une très grande puissance prédominait dans le système international. Et pour vous donner un certain sens du déséquilibre entre l'Union soviétique et les États-Unis pendant toute cette longue période, parce que c'est une longue période après tout, c'est à peu près 60 ans à peu près, 50 ans, 60 ans, le niveau de vie moyen, on le sait aujourd'hui par des analyses assez fines des économies, le niveau moyen de vie d'un citoyen soviétique et d'un citoyen américain pendant toute cette période-là était de 1 à 3, 1 ou 1 à 4. C'est-à-dire que
le niveau de vie soviétique était 3 fois inférieur ou parfois 4 fois inférieur à celui des États-Unis, sans parler des avantages qualitatifs qui existaient dans l'économie américaine. Donc en fait, la guerre froide n'est pas une véritable situation de symétrie et de bipolarité vraiment bien établie, mais en fait une situation asymétrique dans laquelle les États-Unis étaient généralement, et en fait pendant toute la période prédominant. Les armes nucléaires, au fond, masquaient l'équilibre des armes nucléaires, masquaient cette très profonde asymétrie. La différence entre cette longue période et celle dans laquelle nous sommes rentrés aujourd'hui, parce que c'est un processus historique aussi, un processus historique qui tire ses racines longues dans des processus assez complexes de transformation de l'économie mondiale, c'est que nous sommes devant, et depuis des années maintenant, depuis quelques dizaines d'années, mais ça s'affirme de plus en plus aujourd'hui, la réémergence non seulement de l'Asie orientale dans son ensemble, mais tout particulièrement de la Chine, deuxième pays le plus peuplé au monde après l'Inde aujourd'hui, mais pays qui a su et qui a pu, sous un gouvernement autoritaire qui aujourd'hui devient plus qu'autoritaire d'ailleurs, à construire une forme de capitalisme d'État qui réussit dans toute une série de domaines et qui font de la Chine aujourd'hui un des cœurs, qui ont fait de la Chine un des cœurs du système capitaliste mondial. L'Union soviétique était hors du système capitaliste mondial. La Chine fait partie non seulement intégrante du système capitaliste mondial, mais est un pivot de ce système. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, en pleine guerre dite commerciale entre les États-Unis et la Chine, et avec toutes les restrictions que mettent en œuvre les autorités américaines aujourd'hui vis-à-vis des transferts de technologie en Chine, il faut regarder de plus près les transferts financiers, les investissements financiers de Wall Street, des firmes financières américaines, n'ont jamais été aussi intenses qu'aujourd'hui en Chine. En fait, la Chine a su, et sait encore aujourd'hui mobiliser les sources de puissance financière et économique venant du système capitaliste mondial et mondialisé pour construire sa puissance nationale. Et là, c'est une des caractéristiques du développement capitaliste historique dans son ensemble, c'est dire que la création d'un espace global capitaliste crée des asymétries dans lesquelles certains États sont submergés par les forces du marché mondial, tandis que d'autres sociétés, d'autres États, pour des raisons institutionnelles, pour des raisons de volonté politique, mais aussi des institutions qui sont déjà là, qui étaient préexistantes, savent capter, canaliser, organiser, structurer les flux pour assurer le développement endogène. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où les États-Unis et la Chine sont devenus les deux grands pôles à la fois économiques et stratégiques du monde. On est quelque part dans une situation de bipolarité plus nette aujourd'hui que pendant la période soviéto-américaine. Et c'est une bipolarité qui va s'affirmer dans le temps parce qu'on ne voit pas aujourd'hui quels seraient les moyens, si on voulait les mettre en œuvre, pour contenir véritablement, pour endiguer ce développement chinois. Si on voulait endiguer la Chine, il aurait fallu le faire il y a 20 ans, il y a 15 ans. Les États-Unis n'ont pas voulu le faire à ce moment-là. Et aujourd'hui, endiguer la Chine est devenu une mission impossible. Donc il faudra vivre avec une situation de bipolarité effective entre ces deux pays dans le cadre d'un monde qui, par ailleurs, est pluriel. Le monde a toujours été pluriel. Si on analyse, même de façon très succincte, les grandes périodes d'hégémonie historique, que ce soit l'Europe et en Europe la Grande-Bretagne au XIXe siècle ou la période qui a suivi au XXe siècle d'hégémonie américaine, ce ne furent jamais des situations où il y avait un empire mondial qui contrôlait le tout. Il n'y avait pas un État mondial, il n'y avait pas un empire mondial qui contrôlait le tout. Il y avait une puissance prédominante qui ordonnait, souvent de façon très répressive, n'est-ce pas? Dans le cas britannique, c'était la colonisation, l'impérialisme, avec les autres pays européens tout aussi répressifs, sinon plus d'ailleurs. Sous la période d'hégémonie américaine, ce fut pas un empire territorialisé, mais un empire qui mettait en œuvre des contraintes par ailleurs sur le reste du monde qui étaient très fortes en Amérique latine, au Moyen-Orient et ailleurs. Le Moyen-Orient, Dominique connaît beaucoup mieux que moi et pourra en parler s'il le veut. Donc je pense qu'il faut réfléchir en termes d'évolution systémique
plutôt que de multipolarité, non-multipolarité. Le monde a toujours été pluriel, avec des pointes d'hégémonie qui structurent le système dans l'ensemble. Je parle du monde moderne, je parle du monde, en fait, de la modernité tardive à partir de la révolution industrielle. Avant, c'était différent, c'était des mondes plus déconnectés, moins connectés qu'aujourd'hui. Donc, plutôt que de parler de multipolarité, je pense qu'il faut parler de transformation systémique, et cette transformation systémique s'opère au sein même du système capitaliste globalisé, car la Chine fait partie de cela. D'accord. J'ai deux questions sur les deux acteurs qu'on vient d'évoquer dans cette bipolarité, que vous estimez plus nette que celle du temps de la vraie guerre froide, si je puis dire, entre guillemets. Récemment, on a beaucoup parlé de nouvelle guerre froide parce qu'il y a eu une escalade rhétorique, notamment de la part de Donald Trump. Il y a des mutations aussi de la politique du régime chinois. On reviendra dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je voudrais connaître votre avis sur Donald Trump, sa stratégie, s'il y en a une vis-à-vis de la Chine. Est-ce qu'elle incarne une rupture au regard de la politique américaine et notamment de celle de Barack Obama, ou est-ce qu'elle incarne une forme de continuité? Alors, pour ce qui me concerne, et je ne suis certainement pas tout seul à le penser, la politique américaine des États-Unis vis-à-vis de la Chine aujourd'hui, c'est une politique à la fois de limitation des flux commerciaux, de limitation des exportations technologiques, de mise en œuvre de mesures qui sont des mesures agressives au plan économique et technologique, et reflète une préoccupation de fond des élites, c'est un mot un peu vague, les élites, mais disons des élites américaines de politique étrangère et de sécurité, ainsi que certaines élites économiques nationales américaines, le complexe militaro-industriel en particulier, depuis très longtemps, depuis au moins 15 ans, et surtout depuis 2009, 2010, 2011, et on a vu la traduction politique d'un souci états-unien d'avoir vu surgir trop vite, trop puissamment, trop dangereusement une Chine qui est devenue ce qu'eux considèrent comme étant un compétiteur stratégique, un peer competitor, un rival stratégique au plan économique, comme au plan technologique, comme au plan des activités économiques. Et effectivement, trop vite, trop puissamment, avec un État fort, dans une configuration où les influences externes ne jouent pas véritablement leur rôle dans la manière dont les États-Unis avaient envisagé ce rôle. Les États-Unis ont invité la Chine à rejoindre le système capitaliste international et les institutions de ce système, après la chute du mur de Berlin et après les réformes de Deng Xiaoping en Chine, dans l'idée que la Chine évoluerait vers, c'était une idée un peu téléologique quand même, que la Chine évoluerait naturellement à partir de cela, de réformes économiques libérales, évoluerait vers un système politique libéral, et que le capitalisme et la démocratie faisaient partie d'une synonymité, n'est-ce pas? Que démocratie et libéralisme économique et démocratie et capitalisme, c'est la même chose. En fait, on voit très bien aujourd'hui que ce n'est absolument pas le cas. Qu'on peut avoir un capitalisme d'État, et d'ailleurs un capitalisme très, très intense dans la société, une société de marché, pas du marché, mais de marché, ce qui est encore pire en Chine, avec un État autoritaire tiré, allant vers le totalitarisme aujourd'hui. Donc très dangereux. La Chine aujourd'hui est devenue, dans sa configuration actuelle, dangereuse. Donc, je crois que l'idée initiale des dirigeants américains, des élites américaines, qu'il y aurait eu une transformation en Chine suivant son incorporation dans l'économie capitaliste mondiale, dès les années 2008, 2010, il y a eu un repensage de tout ça, ils ont repensé tout ça. Et en 2011, Hillary Clinton et Barack Obama annoncent le pivot américain vers l'Asie orientale, où ils disent, bon, le Moyen-Orient, ça ne nous intéresse plus tellement, on y perd notre énergie, des hommes et des sous, d'autres régions du monde aussi sont devenues secondaires, il faut concentrer notre effort en Asie orientale pour traiter de la question chinoise. Le mot endiguement n'a jamais été prononcé, mais derrière le pivot américain, il y avait l'idée de consolider les alliances régionales, de créer une ceinture de sécurité et économique autour de la Chine pour contraindre la Chine, sinon pour contenir la Chine, n'est-ce pas? Ce que les Chinois, bien sûr, ont compris tout de suite. Ce ne sont pas des grands naïfs. Hein.
Ce sont des réalistes politiques dans la grande tradition réaliste. Donc la politique de Trump, en plus vulgaire, en moins bien pensée, dans un brouhaha pas tout à fait clair tout le temps, et dans la continuité d'une pensée stratégique des élites américaines dans son ensemble. Et si jamais Joe Biden était élu, chose que nous ne savons pas aujourd'hui, si jamais Joe Biden était élu, il est tout à fait certain que la politique vis-à-vis de la Chine qui est menée aujourd'hui sera menée à l'avenir, peut-être de manière plus subtile et sophistiquée, mais ça, nous ne le savons pas encore. D'accord. Et vous venez de me voler ma dernière question. Vous venez de répondre à la dernière question. Non, mais on va en reparler. Sur la Chine, vous avez cité à 2 reprises le mot endiguement. Il n'est pas assumé par les élites américaines. Hein. Vous avez dit tout à l'heure, si la Chine avait dû être endiguée, ça aurait dû se faire il y a 10 ou 15 ans. Et là, vous venez de parler d'endiguement. Est-ce que, alors là, c'est une question du côté de la Chine, est-ce que la Chine a une volonté hégémonique ? Alors d'abord sur l'endiguement, l'Union soviétique pouvait être endiguée parce que l'Union soviétique ne faisait pas partie du système capitaliste mondial. L'Union soviétique. La Chine en fait partie intégrante. Alors comment contenir un continent, un pays continent qui détermine en quelque part, en partie du moins, les rythmes du développement capitaliste dans leur ensemble. Vous me posez la question de... La Chine. Est-ce que la Chine a des prétentions, est-ce que Pékin a des prétentions hégémoniques ? En Asie orientale, oui. Dans le monde, peut-être pas. En Asie orientale, oui. La Chine, ouvertement, quand on lit les discours de Xi Jinping ou des élites de politique étrangère, des universitaires chinois qui travaillent sur les relations internationales, etc., qui sont souvent très nationalistes, n'est-ce pas ? Il y a un nationalisme chinois puissant qui s'est développé à la faveur de la transition post-communiste en Chine. Le nationalisme a très largement supplanté le communisme comme idéologie dominante de la direction chinoise, et ça correspond très bien à tout leur discours sur le néoconfucianisme, n'est-ce pas, et sur le rôle du néoconfucianisme dans la construction d'une identité nationale forte. Tout le discours des élites chinoises sur le rêve chinois, c'est-à-dire de la grandeur chinoise, l'importance de la culture chinoise dans le monde, etc., correspond à une idée de la Chine comme revenant naturellement à la position que la Chine avait avant ce qu'ils considèrent comme la grande interruption de la modernité au XIXe siècle, c'est-à-dire le colonialisme, les guerres, les effondrements internes, etc., de revenir à la position de fait hégémonique, mais ce n'était pas le mot au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, de la Chine en Asie orientale, où la Chine était au centre, culturellement, politiquement, économiquement, avec des États subalternes, des sociétés subalternes au pourtour de la Chine, qui créent une situation de suzeraineté chinoise, non pas impérialiste dans le sens territorial du terme, mais de suzeraineté effective chinoise. Aujourd'hui, les prétentions chinoises sont évidentes en mer de Chine du Sud, où la Chine établit des avant-postes militaires déjà aujourd'hui, par les pressions chinoises qui sont exercées sur leurs voisins, et par leur discours qui est tout à fait ouvert, disant « nous sommes depuis toujours le cœur de l'Asie orientale ». Pour le reste du monde, ils sont beaucoup plus prudents. Y compris en Afrique, parce qu'on lit aussi beaucoup d'articles, je rebondis sur la question, beaucoup d'articles sur les investissements et privés et d'État, l'engagement de la Chine sur le continent africain. Vous ne voyez pas ça comme une volonté, d'une volonté? Oui, alors la question là est de savoir est-ce qu'il y a volonté. Il y a volonté, il n'y a pas volonté. C'est-à-dire les investisseurs chinois, c'est la même chose aux États-Unis ou ailleurs. Les investisseurs investissent, ce sont des firmes, ils ne sont pas toujours des firmes d'État, mais même quand ce sont des firmes d'État, ils investissent ici ou là. Ce n'est pas nécessairement coordonné au niveau central. Il n'y a pas Xi Jinping qui dit allez, vous allez investir là. Le Conseil d'État ne dit pas vous allez faire ça. Dans certains endroits, oui. Il y a quelques endroits clés, des nodes de puissance qui intéressent l'État chinois, mais il y a beaucoup d'endroits où ils investissent n'importe comment et n'importe quoi. Hein. Et on le voit très bien dans la piètre qualité des infrastructures qui sont développées. Les réactions négatives d'un très grand nombre de pays africains par rapport à la présence chinoise suggèrent que s'il y a une stratégie dans ce sens-là, elle ne marche pas très très bien, n'est-ce pas? Parce que développer une hégémonie,
suppose de créer des solidarités effectives, des interdépendances effectives et pas simplement de la dépendance. Et de l'adhésion. Consensus. Et de l'adhésion. Consensus. Et là, l'endettement, par exemple, la question de l'endettement, la Chine finance, mais les pays doivent payer. Ils signent des accords pour des prêts. C'est la Banque mondiale et le FMI, mais chinois. Hein. Donc, je veux dire, l'endettement, la taille de l'endettement des pays africains vis-à-vis de ceux qui ont été investis par la Chine, vis-à-vis de la Chine, est très important. Il se trouve aujourd'hui devant l'impossibilité de repayer. Et il y a toutes des négociations très difficiles en cours entre les pays africains et la Chine sur la question de la dette. Pas seulement l'Afrique d'ailleurs, l'Asie du Sud-Est aussi. Donc c'est compliqué. L'hégémonie mondiale est une chose compliquée, n'est-ce pas? La position américaine d'après 1945 est venue de l'immensité des capacités économiques et du déploiement stratégique du fait de la guerre des États-Unis. Ce n'était pas une stratégie, ils se sont dit, voilà, on va faire ci. Ça, c'était un résultat structurel. La Chine ne peut pas devenir hégémonique dans le monde simplement en investissement mal quelques endroits hors de l'Asie orientale. D'accord, très bien, merci. Donc je disais dans l'intitulé un peu en blaguant nouvelle guerre froide ou monde multipolaire. Bon, je pense que vous avez réglé le compte du monde multipolaire. C'est une formule, mais je me tourne vers Dominique justement sur cette idée d'un monde pluriel qui l'a toujours été, hein, vous le rappelez, et où donc d'autres puissances, d'autres forces sont en jeu. Et donc il y a un terrain géographique que nous on appelle de manière très eurocentrée le Proche-Orient et le Moyen-Orient, où ça se joue. J'aimerais vous entendre sur le sujet, Dominique. Oui, je voulais vous dire, j'ai une grand-mère que j'aimais beaucoup et qui disait toujours il vaut mieux se taire et avoir l'air bête que parler et prouver qu'on l'est. Alors après une démonstration aussi brillante que celle de Philippe, que je partage d'ailleurs pour l'essentiel, je ne vais pas rivaliser sur ce terrain, je partage vraiment. Mais essayez à partir de l'exemple du Proche et du Moyen-Orient d'éclairer votre problématique. Moi, je crois, la première idée, la plus importante, tous ces débats doivent être menés sur le long terme, sur la longue période. Il n'y a pas de rupture brutale, instantanée, qui permette de dire que tout change ou tout ne change pas. Non, on est sur la longue période. Sur la longue période, pour répondre à vos questions, il y a 3 choses qui frappent au Proche et au Moyen-Orient. La première chose, c'est la diminution très nette de l'emprise des grandes puissances et singulièrement des États-Unis. Depuis l'échec, pour ne pas dire la faillite, des aventures en Irak et en Afghanistan, la tendance du côté des Américains, elle est au retrait. C'est un retrait relatif, mais c'est un retrait très net. Et ce que, paradoxalement, personne ne dit, c'est que ce retrait a été engagé clairement par Barack Obama. C'est peut-être une chose qu'on mettra au crédit, d'ailleurs, de sa présidence. Mais Trump a continué. Trump est l'homme qui est en train de sortir définitivement les États-Unis d'Afghanistan, au moment même où les talibans continuent à bombarder, à tuer. On est vraiment dans quelque chose qui ressemble d'ailleurs à ce qu'il avait fait avec la Corée, pour prendre cet exemple, qui ressemble aussi à l'absence de réponse pendant une très longue période à l'attaque. Est-ce que c'est les Houthis, est-ce que c'est l'Arabie Saoudite, peu importe, est-ce que c'est l'Iran, enfin qui a été dans cette affaire, mais en tout cas, voilà, les principales raffineries de pétrole saoudiennes ont été attaquées et il n'y a pas eu de réponse américaine pendant, jusqu'à l'assassinat, comme on sait. Voilà. Si vous voulez, on est dans une période de recul de l'influence et de l'activité des États-Unis, en particulier, dans cette région. Il faut dire, pour nuancer, que d'autres éléments jouent. Par exemple, le populisme. C'est-à-dire, on est avec le populisme, et je ne pense pas là qu'à Trump, mais je pense à Poutine, et je pense à Modi, et je pense à Erdogan. On est devant des gens qui ont une telle vision du monde qu'il est difficile d'interpréter ce qu'est exactement leur politique. Deuxième élément qui est très clair, c'est les vases communicants. Comme les grandes puissances sont moins présentes et moins actives
au Proche et au Moyen-Orient, les puissances régionales, elles, se haussent du col et essayent, tout en s'appuyant sur leurs alliés, y compris américains, pour ceux qui sont de ce côté, d'affirmer leur rôle et d'une certaine manière d'essayer d'imposer une hégémonie. Parce que c'est clair que quand les Saoudiens et les Iraniens se battent, contrairement à ce que pensent les gens qui n'y connaissent rien, ce n'est pas essentiellement un problème de sunnites et de chiites, c'est un problème de bataille pour l'hégémonie dans la région qui dure d'ailleurs depuis bien longtemps. Le Shah d'Iran n'était pas plus sympathique aux autorités saoudiennes que ne le sont les mollahs d'aujourd'hui. Troisième élément qui me paraît très important, c'est souvent ce que souligne mon ami Bertrand Badi, notamment dans son tout dernier livre qui s'appelle Intersocialité, c'est l'irruption face à la mondialisation, face aux politiques d'austérité, c'est évidemment très important, face à l'explosion des inégalités, de mouvements sociaux très forts. Alors ça ne date pas d'hier, et ça n'est pas qu'au Moyen-Orient. Moi je rappelle quand même le mouvement altermondialiste, on en parle moins, mais il a joué son rôle. Il y a eu les Gilets jaunes chez nous, bref, c'est une donnée mondiale, mais elle est très forte au Moyen-Orient du fait des révolutions arabes. Les révolutions arabes ont été écrasées pour l'essentiel à la fois par les Saoudiens et par la dictature syrienne, mais elles ont repris. C'est quand même assez extraordinaire quand on voit, moins de 10 ans après, ces mouvements en Algérie, l'Irak, quand on voit ce qui se passe au Soudan. Et je dirais, bon, on pourrait parler d'Irak, on pourrait parler même d'Iran d'ailleurs, parce que les mollahs ont fort à faire avec leur propre opinion. Mais ce qui se passe au Liban est presque une leçon de choses, où on voit une mobilisation populaire contre toutes les élites, y compris contre le Hezbollah. Donc là, on a un phénomène extrêmement important. Voilà ce que je voulais dire pour caractériser les 3 points qui, à mon avis, sont les plus flagrants dans cette région. Après, je voudrais dire quelque chose. Je veux être bien compris, je ne m'en prends pas à des analyses antérieures qui ont pu être faites ici ou là, y compris dans les lieux qui nous accueillent. Mais on a toujours eu une vision beaucoup trop manichéenne et simpliste de ce qu'était l'impérialisme américain, pour l'appeler par son nom. L'exemple du Proche-Orient est typique. Je ne remonte pas avant-guerre, je commence après la Deuxième Guerre mondiale. On voit les Américains et les Soviétiques converger pour un plan de partage de la Palestine et dans le soutien aux forces juives contre les forces arabes. Voilà, donc ça commence déjà par une petite difficulté pour l'analyse marxiste traditionnelle. Ensuite, c'est vrai, la guerre froide s'engage, Israël n'hésite pas un instant, on a la guerre de Corée où les Israéliens sont partie prenante du côté occidental, mais ce n'est pas pour autant que les Américains dirigent la région et dirigent Israël. Qui est le grand allié d'Israël dans toute cette période jusqu'en 1967 ? C'est la France. C'est la France qui, non seulement mène des guerres, celle de 1956 contre Nasser, la guerre de Suez, mais qui fournit à Israël de quoi bâtir sa force atomique, la bomba et la bombage. Donc vous voyez bien, là, il y a quelque chose qui aussi mériterait nuance dans l'analyse. Arrive le général de Gaulle, qui déjà n'était pas très heureux de cette relation, disons, un peu incestueuse avec Israël, mais qui surtout est confronté à une guerre déclenchée par les Israéliens d'une manière unilatérale, préventive, comme on dit aujourd'hui, préemptive, dirait Philippe, et de Gaulle décide embargo. Et à ce moment-là, effectivement, les Américains deviennent la force décisive du côté occidental, ne serait-ce que parce que l'armée israélienne a besoin de se fournir en armes que la France ne fournit plus. Et donc, petit à petit, les Américains deviennent l'allié stratégique. Mais là aussi, attention, il n'y a pas une relation où, à Washington, on dit à Israël ce qu'il faut faire. Bien sûr que le poids de la pensée américaine, de la stratégie américaine, dans la période de la guerre froide, est un poids important, mais les Israéliens ont leur propre vision des choses. Et plus le temps va passer, et plus on va voir des dirigeants israéliens, je passe vite sur les
différents épisodes, se rebeller contre ce qui ne leur convenait pas dans la politique américaine. Par exemple, Ariel Sharon va convaincre George W. George W. Bush que Arafat, c'est Ben Laden. Et donc, il faut que les États-Unis soutiennent ce qu'ils n'étaient pas prêts, a priori, à faire, une reconquête militaire de la Cisjordanie qui était devenue autonome, en principe, du fait des accords d'Oslo. Ensuite, vous avez, bien pire, c'est l'arrivée de Netanyahou, qui tient tête à Obama, non seulement lui tient tête, mais fait échouer le plan qui était celui d'Obama. Je rappelle que dans son discours du Caire en 2009, Obama avait dit « on ne touche pas à l'existence et à la défense d'Israël, mais la question de Palestine a des droits qui méritent d'être défendus de la même manière. » Et après une petite période où Netanyahou accepte un moratoire sur la colonisation, tout cela saute et on arrive avec Trump. Et là aussi, je terminerai là-dessus, que d'erreurs, à mon avis, d'analyse à propos des rapports entre Trump et Netanyahou. Qui dirige qui dans ce couple? C'est difficile de le dire. Parce que quand Trump décide de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem, de légitimer l'annexion du Golan, de couper les fonds au service de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, d'en terminer définitivement avec l'ambassade palestinienne à Washington, il fait ça dans quel esprit? C'est pour lui ou c'est ce que demande Netanyahou? Et on le saura très clairement avec le plan Trump, le fameux plan, le deal du siècle, où l'on voit un président américain autoriser Israël à annexer grosso modo la moitié de la Cisjordanie, en plus de Jérusalem-Est, sans le moindre droit pour le faire. Hein. C'est comme disait Köstler à propos des accords Sykes-Picot, une puissance donne à une deuxième ce qui appartient à une troisième. Hein. Voilà. Donc là, on peut se dire, et je pense que Philippe serait d'accord, il y a une préoccupation électorale chez Trump, qui est l'idée de faire plaisir à l'électorat évangéliste, qui est le seul qui lui reste vraiment fidèle, parce que l'électorat juif est profondément divisé et même majoritairement hostile à sa politique. Il vote majoritairement démocrate, en tout cas. Depuis longtemps, mais jamais autant. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans des chiffres de l'ordre de 75 à 80% de juifs qui votent démocrate. Ça, c'est jamais vu. Et puis, on a un mouvement, même parmi les juifs. Rappelez-vous que quand Trump a été à la synagogue qui avait été victime d'un attentat à Pittsburgh, je crois, il s'est fait huer par tout le monde. Et ce n'était pas des gauchistes hirsutes et barbus. Hein. C'était la communauté juive normale, si j'ose dire, de Pittsburgh. Donc, si vous voulez, ça existe, ce souci de caractère électoral. Mais fondamentalement, Trump a fait la politique de Netanyahou. Et si vous regardez le détail, je termine là-dessus, du rapport entre l'Iran et les États-Unis, et vous analysez à quel moment Netanyahou intervient, vous vous apercevez que c'est Netanyahou qui s'est battu comme un lion pour que les États-Unis se retirent du traité sur le nucléaire iranien, c'est lui encore qui s'est battu pour qu'il n'y ait plus la moindre négociation avec les dirigeants perses, et c'est lui qui, lorsque, à l'invitation de notre président Emmanuel Macron, vous vous souvenez sans doute, le G7 d'il y a un an, il avait fait venir le ministre des Affaires étrangères iranien, et que Trump, surpris, avait dit oui, on peut se parler, immédiatement Netanyahou avait dit pas question, il ne faut pas parler. Si vous voulez, je ne dis pas qu'Israël décide de la politique de Washington, ce n'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire le poids de l'allié dans le couple devient un poids de plus en plus important. Et ça montre combien toutes ces caractérisations du type guerre froide, monde multipolaire, etc., sont loin d'une réalité infiniment plus complexe et qui fait d'ailleurs qu'entre nous soit dit, c'est une réalité intéressante.
S'il suffisait de la résumer à quelques concepts, ce ne serait pas intéressant. Résumer tout ce que vous venez de dire dans un titre, pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé. Au moins, celui-là permet de nous réunir et de dire des choses intéressantes. Je voulais, à partir de ce que vous venez de dire, sur la question de la diminution du rôle des grandes puissances et selon votre formule, qui permet aux puissances régionales de se pousser du col, je voudrais qu'on essaye d'incarner un peu et de voir un peu grande puissance par grande puissance, enfin, puissance de deuxième rang, je ne sais pas comment les appeler, aux puissances moyennes. Une puissance moyenne. Question sur la Russie. On peut avoir l'impression que parmi les puissances moyennes, la Russie, pour reprendre une de vos formules aussi, est une sorte de primus inter pares un peu. Est-ce que vous accordez à la Russie, je vous pose la question aux deux, un rôle prééminent parmi les puissances moyennes ou pas? Prééminent, non. Prééminent, non. Mais la Russie, encore une fois, il faut revenir aux caractéristiques essentielles, structurelles d'aujourd'hui. Et moi, j'en viens toujours aux statistiques de base des niveaux de vie, des capacités technologiques, des capacités et la diffusion de ces capacités dans la société. Le PIB de la Russie aujourd'hui, par habitant en moyenne, est de l'ordre de 16 000 $, me semble-t-il, 15 000 et quelques dollars par habitant, alors qu'il est de 57 000 et quelques aux États-Unis, et d'entre 30 et 60 000 en Europe. Ça varie selon les pays européens, une moyenne européenne d'à peu près 40 000, n'est-ce pas? Excuse-moi Philippe, juste pour dire autrement ce que tu viens de dire, la Russie ne pèse pas plus que l'Italie en termes de PIB. Absolument, c'est exactement ça. Le PIB de la Russie, avec une population de, si je ne me trompe pas, de 140 millions d'habitants, est égal à celui de l'Italie, un pays avec 58 millions d'habitants. On ne peut pas être une grande puissance avec des statistiques pareilles, mais ce qui ne veut pas dire que la Russie n'est pas une puissance. La Russie est une puissance moyenne, avec des forces, des capacités militaires assez développés, bien inférieurs à ceux des États-Unis, peut-être inférieurs à ceux de la Chine, sans doute d'ailleurs. Mais donc la Russie peut peser grâce à des interventions ponctuelles et bien ciblées dans certaines zones de conflit. Et bien sûr, la Russie reste membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui lui donne une voix plus grande que la plupart des autres puissances moyennes dans le jeu international, dans le concert international. Donc, est-ce qu'elle est primus inter pares? Non, elle fait partie des grands acteurs parmi les puissances moyennes, mais je mettrai Erdogan et la Turquie dans le même, à peu près au même niveau du point de vue de son influence régionale. Je pense néfaste d'ailleurs, mais ça c'est mon point de vue. Donc, il y a d'autres, l'Iran est très affaibli, mais reste quand même une puissance potentielle importante dans la région, sans parler d'Israël, évidemment, qui est une puissance importante. Donc je pense que la Russie, il faut mettre la Russie là où elle est dans le jeu international. C'est une puissance moyenne avec des capacités diplomatiques et militaires substantielles, mais non déterminantes. Je rajoute un peu la question et je vous laisse y répondre. Vous l'avez évoqué, Philippe, la Russie, parmi les puissances moyennes, est la seule qui dispose d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, donc d'un droit de veto. Et Poutine dit « je suis le seul à parler à tout le monde ». Donc c'était la fin de la question, ça ne changera pas forcément votre réponse, mais est-ce que ça n'accorde pas une forme de centralité à la Russie et à Poutine? Il faut dire des choses contradictoires à propos de la Russie. Surtout quand on parle à un public qui peut avoir une vision trop simple. Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est que la Russie n'est pas l'Union soviétique. C'est fini l'Union soviétique. Donc il ne faut surtout pas, quand on voit Poutine faire ci ou ça, penser Union soviétique. Non, je le dis, c'est évident, mais parfois quand je lis... Personne ne pense ça ici, Dominique. Non, mais voilà, parfois je lis dans tel ou tel journal, quotidien, hebdomadaire ou mensuel, des choses qui me laissent penser qu'on n'a pas tout à fait bien intégré le fait qu'on était passé de l'Union soviétique à la Russie et que ça n'était pas comparable. Deuxièmement, c'est un pays qui a beaucoup perdu en puissance réelle, en économie, comme le disait Philippe, en niveau de vie, etc., et qui est un pays capitaliste avec un régime particulièrement autoritaire dans lequel les forces, disons, qui ne sont pas forcément pour nous les plus sympathiques,
Je pense aux oligarques, ou je pense au FSB, l'ancien KGB, ou je pense à l'Église orthodoxe. J'ai rien contre l'Église orthodoxe en général, mais celle-là est une Église qui a collaboré avec les pires aspects du régime antérieur. Donc voilà, il faut bien voir tout ça. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est très important, et je partage ceux qui pensent cela, de dire qu'il est indispensable à la reconstruction d'un monde vivable dans lequel les conflits soient réglés d'une manière intelligente et sensible, il est indispensable que la Russie ait sa place. Que tous ceux qui ont voulu l'écraser, l'humilier, la mettre plus bas que terre, ont contribué au chaos dans lequel nous vivons. Alors après, la Russie a ses intérêts. C'est évident, quand elle va sauver la pire des dictatures du Proche-Orient, c'est-à-dire la dictature de Bachar al-Assad, elle défend son précaré, disons, mais elle ne défend pas, de toute évidence, ni les droits de l'homme, ni les révolutions arabes démocratiques. Je dirais aussi que, contrairement à d'autres pays dont vous parlez, le poids de la Russie au Proche et Moyen-Orient est relativement limité. C'est-à-dire, elle s'appuie sur le régime de Bachar, elle a des liens avec le régime iranien, mais c'est des liens extrêmement, là aussi, complexes. La preuve, c'est que Poutine laisse Netanyahou bombarder à peu près tous les jours la Syrie, à condition que les avions israéliens bombardent des troupes iraniennes et pas des troupes de la dictature syrienne. Donc on voit bien là quand même un double ou triple jeu. L'Iran, parce que vous l'avez évoqué, il est affaibli pour toutes les raisons que nous savons, il est même en danger, le régime est en danger, et par la pression extérieure et par les difficultés intérieures, mais il a réussi à se projeter. C'est-à-dire que l'Iran a une présence importante au Liban, une présence très importante en Irak. La faute à qui? C'est la politique américaine et la folle invasion de 2003 qui a offert la place qui est celle de l'Iran aujourd'hui. Sur le Yémen, honnêtement, je trouve qu'on attribue un peu trop aux Houthis un lien iranien. Il me semble qu'il faudrait être plus souple dans l'analyse des choses. L'autre pays qui est très important, vous l'avez évoqué, et il faut le dire parce que c'est l'actualité, c'est la Turquie. Justement. Et là... C'est la question suivante, ouais. Vous voilà. avez fini ou je vous laisse finir si... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure de la Russie vaut évidemment de la Turquie. C'est-à-dire, c'est important que la Turquie ait son rôle à jouer dans cette région. Ceux qui disent qu'elle n'a rien à faire en Libye, mais qu'est-ce que Sarkozy avait à faire en Libye? Enfin, soyons sérieux. Si Sarkozy y va, Erdogan peut y aller. D'autant qu'il n'est pas le seul. On en a beaucoup d'autres qui se mêlent de l'affaire. Mais ce qui me préoccupe, ça n'est pas le fait que la Turquie ait des intérêts et qu'elle les défende, c'est qu'elle le fasse d'une manière incroyablement agressive. Oui. Et l'affaire actuelle des forages de gaz en Méditerranée sur le plateau de la mer Égée, qui appartient en droit international sans discussion possible à la Grèce, c'est une agressivité qui n'a pas de sens. Je connais assez bien beaucoup de dirigeants grecs. Je les sais très nationalistes, on le sait, on a une expérience avec l'affaire de la Macédoine, avec ses affaires avec la Turquie. Mais ils sont, et ils le disent, assez subtils pour comprendre que leur plateau, tel qu'il a été défini par le droit, il est tellement exorbitant pour les Turcs que ça vaut de discuter. Mais pour discuter, on ne peut pas être sous la menace d'une opération militaire, parce que c'est quand même ce que Erdogan a dit. Donc on a là, vous voyez, on ne peut pas se réjouir simplement du fait que les grandes puissances ne jouent plus le rôle qu'elles jouaient autrefois. Il faut aussi voir les conséquences que ça a dans l'autonomie des puissances moyennes, et en particulier de celles-là. Philippe, vous vouliez réagir aussi? Oui, je voulais dire simplement une chose. Quand Erdogan met explicitement en cause le droit international. Absolument. Il dit, moi, le traité de Lausanne de 1923, je jette à la poubelle.
Ça fait suite à l'annexion de la Crimée, ça fait suite aux revendications territoriales totalement illégitimes au plan du droit international, pas au plan de la mémoire historique, mais au plan du droit international de la Chine en mer de Chine du Sud. Ça fait suite aux revendications territoriales des uns et des autres, de l'Inde et de la Chine sur le plateau du Cachemire, etc., etc. Nous avons aujourd'hui toute une série d'affirmations d'ultranationalisme fondées sur des idées à la fois mythiques de l'antériorité historique de droits nationaux ethnicisés qui s'affirment en disant le droit international n'existe plus. La Chine a refusé de reconnaître la décision de la Cour internationale de justice par rapport aux Philippines dans leurs différends au sujet des mers de Chine du Sud. Poutine ne bougera pas, évidemment, sur la Crimée. Et Erdogan, aujourd'hui, est en train de nous dire ouvertement « je déchire tous les traités du passé ». En d'autres termes, nous nous dirigeons vers un monde de plus en plus anarchique dans le sens littéral du terme, où il n'y a plus d'autorité supérieure pour contraindre les États. Et ce que Dominique disait, eh bien peut-être un jour nous regretterons une situation où il y a une certaine forme de stabilité du fait des très grandes puissances qui géraient le monde. En fait, nous devrions être gérés par le droit international et l'affirmation du droit international. Comment y arriver, ça c'est une autre question. Si vous voulez, juste pour aller dans le sens de Philippe, on est, comme vous voyez, d'accord. Netanyahou, c'est le roi de cette politique-là. Évidemment. Parce que c'est lui le premier qui a posé l'annexion. Non plus, déjà, c'était illégal aux yeux du droit international, l'occupation et la colonisation, mais l'annexion. Et il répond, quand on lui pose la question dans des conférences de presse, mais on ne peut pas annexer ce qui nous appartient. C'est-à-dire, pour lui, la Bible est un cadastre. C'est un livre d'histoire, ça on le sait, mais c'est aussi un cadastre. C'est-à-dire, le fait que Dieu ait promis à la descendance d'Abraham la terre entre les deux fleuves, ça devient aujourd'hui un argument pour nier et refuser toute forme de droit international. Donc, on est là avec le soutien de Trump, avec le soutien du plan Trump. C'est-à-dire, on a une espèce, je ne suis pas complotiste, Dieu m'en préserve, mais on a une espèce de complot contre le droit international qui est appuyé par énormément de puissances. C'est très frappant, juste cet exemple. Allez-y. Figurez-vous que Vladimir Poutine a dit beaucoup de choses sur le conflit du Proche-Orient, il défend les droits des Palestiniens, tout cela est très bien. Il n'a rien dit sur le projet d'annexion. Rien de la Cisjordanie. Pourquoi ? Parce que si l'annexion de la Cisjordanie se fait, elle légitime l'annexion de la Crimée. Et donc, il faut supprimer les sanctions qui ont été prises. Si on ne prend pas de sanctions contre Israël, pourquoi en prendrait-on contre la Russie ? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est très grave, et je veux le redire après Philippe. Je pense qu'une des questions prioritaires, qui devrait être celle de la diplomatie française, c'est comment réformer d'urgence l'Organisation des Nations Unies de telle manière à ce qu'elle ait une capacité d'intervention pour régler les conflits. Il y a toute une base de droit, mais après, il faut faire vivre cette réalité. C'est clair que tant que l'ONU ressemblera au monde de 1945 et pas à celui de 2020, il y a un problème. Pourquoi les puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale auraient un droit de veto et on n'a pas d'autres puissances, de grandes puissances d'Asie, par exemple, ou d'Afrique, qui ne sont même pas représentées au Conseil de sécurité. On a là un ensemble de questions, ça a l'air de l'utopie et une pensée magique, mais on ne peut pas continuer à vivre dans la remise en cause permanente par tout un chacun, y compris parfois la France, on peut le dire, du droit international. C'est pas possible. Oui, on va peut-être terminer sur cette question justement. Vous parlez de complot contre le droit international. On pourrait aussi peut-être évoquer une sorte de consensus des grandes puissances et des puissances moyennes contre le multilatéralisme. Peut-être qu'on va terminer là-dessus. Je voudrais qu'on continue à cheminer un peu ensemble sur cette question des puissances moyennes. On a parlé à peu près toutes les puissances qui comptent sur Terre. Et on a à peine évoqué, on n'a pas du tout évoqué l'Europe. Et on a à peine évoqué la France. Donc, est-ce que ça veut dire que la France, vous répondez dans lequel vous le souhaitez, la France, membre du Conseil de sécurité de l'ONU,
et plus largement l'Europe, mais qui est un peu une coquille vide, ça vous donnerez votre avis, sont devenus des puissances non plus de deuxième rang, mais de troisième rang, pour le coup. Philippe ou Dominique? Alors, Philippe, peut-être? C'est devenu les puissances de deuxième rang. La France, depuis la décolonisation, et en dépit du siège de la France comme membre permanent du Conseil de sécurité, la France n'a, depuis 1956, en fait d'avant, depuis 1945, depuis la fin de la guerre, n'a pas été une puissance globale. En fait, même pendant la période coloniale, la France n'était pas véritablement une puissance globale. C'est une puissance internationale, mais pas une puissance globale. Alors certes, la France avait une voix particulière dans le concert des nations, y compris au plan du droit. Et la France était un des pays qui affirmait, à la fois au plan juridique, dans les travaux juridiques, mais aussi au plan des travaux au sein des Nations Unies, affirmait le droit comme principe fondateur de l'action internationale multilatérale de l'après-guerre. Mais la France n'est pas un acteur globalisé. C'est une puissance moyenne avec des très fortes capacités. On a vu ces capacités à l'œuvre récemment en mer Égée, d'ailleurs, quand la France vient au secours de la Grèce dans cette affaire avec Erdogan. Jusqu'où ira la France, on ne sait pas. L'Europe n'existe pas en tant qu'entité stratégique. L'Europe existe, mais pas en tant qu'entité stratégique. L'Europe devra bien exister à l'avenir, je ne sais pas comment, mais devra bien exister dans le monde qui est en train d'advenir entre la Chine et les États-Unis en particulier, et avec les autres complexités qui vont survenir l'Inde et ailleurs, les crises à répétition que nous connaissons, le Covid et les défis sanitaires globaux, les épidémies, etc., il faudra bien que l'Europe se fasse. C'est un des grands défis de la diplomatie, des diplomaties européennes, de commencer à faire véritablement exister l'Europe, mais sur quelle base normative et sur quelle base pratique? Ouais, alors la réponse à la même question peut-être avec un éclairage, Dominique, sur ce qui s'est passé récemment avec l'attitude d'Emmanuel Macron au Liban. Oui, mais si vous voulez, l'affaire libanaise est une affaire tellement spécifique, il faudrait lui consacrer une émission, enfin un débat entièrement, parce que moi je ne suis pas de ceux qui vont par définition et par principe condamner ce que fait le président de la République parce que c'est le président de la République. La situation au Liban est tellement catastrophique pour la vie des gens au quotidien. Moi j'ai des amis à Beyrouth qui n'ont plus d'électricité, l'appartement est détruit, le Covid se répand à toute vitesse. Il faut bien mesurer la gravité. Si des dirigeants de pays importants, notamment la France qui a quand même des liens avec le Liban de très longue date, peuvent faire quelque chose, qu'ils le fassent. Là où ça me gêne, c'est quand j'entends, mais peut-être il ne connaît pas son histoire, c'est possible, hein, il a fait des études qui ne sont pas des études d'histoire, le président de la République. Mais enfin, quand on l'entend reprocher aux dirigeants libanais de ne pas réformer leur système, alors que ce système, c'est la France elle-même, du temps de son mandat, qui le leur a imposé, il y a quand même quelque chose d'assez... bon. Mais si la France peut faire quelque chose, si elle peut entraîner les Européens à faire quelque chose pour le Liban, tant mieux, ce pays le mérite, il a beaucoup souffert, beaucoup souffert. Il faut bien mesurer les 15 années de guerre civile, ce que ça a voulu dire. Les réfugiés, vous savez qu'il y a 1 million de réfugiés syriens sur 4 millions de Libanais, hein, plus les réfugiés palestiniens qu'il faut ajouter. Donc voilà, si ça peut se faire. Mais je voulais dire autre chose, parce qu'on arrive à la fin de notre débat, mais un peu. Allez-y. Ce que vous avez dit tout à l'heure est, à mon avis, un signal d'alarme très puissant. C'est la question de la Covid. Ce qui s'est passé avec la Covid, indépendamment des discussions franco-françaises sur Raoult, et ci et ça, non, je parle de la question mondiale. Premièrement, pourquoi tout cela n'a pas été prévu alors qu'on savait de longue date, même quelqu'un comme Roselyne Bachelot, qui n'est pas épidémiologiste, je ne pense pas, ou Xavier Bertrand, qui ne l'est pas non plus, avait dit il y a 10 ans, attention, on va avoir des épidémies, il faut s'organiser. Et comme on sait, il s'était organisé, mais après, il y a un certain nombre de gens qui ont décidé qu'il fallait détruire 1,7 milliard de masques qu'on avait préparés. Je mets ça de côté. Comment est-il possible qu'à l'échelle mondiale, il n'y ait pas eu une alerte, une préparation,
Et une fois que l'épidémie est arrivée, comment on n'a pas été capable de mener une stratégie commune? Et ça, pour moi, à mon âge, parce que j'ai été sensible à mon âge à ce qui s'est passé pendant le confinement, à cette espèce de racisme anti-vieux généralisé, au triage des vieux dans les hôpitaux et dans les EHPAD, à l'absence totale de moyens de défense pour nous qui avons plus de 65 ans, disons. Quand je vois tout ça, je me dis, c'est pas possible. On doit reconstruire un système international qui soit aussi capable non seulement de régler les problèmes de conflit entre tel et tel pays, mais de prendre en main les problèmes de la santé mondiale. Parce qu'avec le réchauffement climatique, on n'est pas au bout de nos peines. On va avoir d'autres épidémies comme celle-là, on va avoir d'autres types de maladies qui vont se répandre. Il faut absolument que la communauté internationale se préoccupe aussi de cela. Il nous reste 3 minutes. J'avais encore plein d'autres questions. Vous aviez lancé une piste avec, que vous venez de réévoquer, de reconstruction d'un nouveau système international. Et je me disais qu'après avoir brillamment répondu à notre intitulé, vous auriez pu aussi nous dresser quelques poutres maîtresses et quelques murs porteurs de la prochaine architecture. On se reverra peut-être pour un débat à l'occasion. Peut-être pour terminer, je voulais poser la question que vous y avez répondu, Dominique, peut-être Philippe, sur... Alors, en 2 minutes, je sais que c'est absolument pas sérieux, mais bon, quand même, quel impact peut avoir la pandémie de coronavirus sur l'équilibre général assez anarchique, vous l'avez dit, que vous avez défini et décrit? Oui, alors pour le moment, et je crains que ça ne continue, la réponse de cette entité mystérieuse et inconnue qui s'appelle la communauté internationale. Ouais. Ouais, moi, je ne sais pas ce que c'est que la communauté internationale, je sais ce que c'est que l'international, mais la réponse des institutions internationales et des États a été une réponse essentiellement centrée sur l'État-nation, le nationalisme. Hein. On est rentré dans une période de compétition, de nationalisme vaccinal, on appelle ça comme ça maintenant, de nationalisme vaccinal, dans lequel différentes entités sont en compétition pour développer des vaccins, en compétition les uns avec les autres, sans souvent prendre les mesures de précaution nécessaires dans les différents stades d'élaboration des tests des vaccins, stade 1, stade 2, stade 3, etc. Du point de vue de la préparation, la Russie développe un vaccin militaire. Ils font des tests sans prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que le vaccin sera absolument sûr. Les Chinois préparent un vaccin militaire aussi, c'est l'armée de libération populaire et ces laboratoires qui travaillent sur un vaccin. En Angleterre, aux États-Unis, en Europe, on travaille sur des vaccins de façon un peu plus classique, n'est-ce pas, un peu plus classique. Mais la réponse de Trump sur cette question aussi est une réponse nationaliste. Seule l'Europe, pour l'instant, échappe un tout petit peu à ce tableau. Donc, on est là dans une compétition. La compétition, est-ce que les grandes épidémies changent l'histoire du monde? Parfois, oui. Parfois, oui. Dans la longue histoire, il y a toute une série de livres absolument passionnants sur la question qui ont été publiés depuis des dizaines d'années. D'ailleurs, les épidémies peuvent effectivement changer le cours des choses. Le cours de l'histoire européenne a été changé par la première grande apparition de la peste au XIVe siècle. Il y a eu la mort de 30 à 40% de la population européenne sur 50 ou 60 ans. Mais est-ce que les grands équilibres mondiaux vont changer du fait de cette évolution? Je ne le pense pas. Il y aura un vaccin. Il y aura des vaccins et la lutte pour la prédominance au niveau scientifique et technologique, au plan biomédical, va s'accentuer plutôt que le contraire. Le vœu qu'exprime très justement Dominique, qu'il y ait une volonté commune, dans une action collective commune, pour trouver des solutions communes à des problèmes véritablement globaux, c'est là où il faut concentrer l'effort. Évidemment, la plupart des savants sont pour, les scientifiques sont pour, les biologistes, les médecins, etc. Une phrase simplement, une phrase, oui. Pour dire qu'il y a une leçon politique de l'affaire de la Covid, c'est que les pays qui ont fait faillite face à la Covid, ce sont les pays dirigés par des populistes. Et ça, c'est une leçon très intéressante. Oui, je ne suis pas sûr. La Chine n'a pas fait faillite et est dirigée par un régime tyrannique. Mais pas populiste. Je ne sais pas, merci Philippe Golub, merci Dominique Vidal pour ce débat passionnant.
La suite de la fête de l'humanité autrement, c'est tout de suite. Est-ce que la France a réussi? Non.